Alors, les amis, donc on va commencer. Aujourd'hui, on va un peu travailler encore. On va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, on avait commencé par parler de stratégie. Alors, donc, on va commencer. Donc, comme je le disais, là où on en est maintenant, ce qu'il vous reste réellement, c'est apprendre à trader. Donc, avoir des stratégies qui marchent. Donc, une fois qu'on a la stratégie, je vous ai dit la dernière fois, ce qu'il nous reste à faire, c'est de respecter cette stratégie quoi qu'il arrive. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le trader qui est rentable, mais c'est sa stratégie qui est rentable. Le trader, il se cache derrière la stratégie pour pouvoir être rentable. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, quand on commence à trader, le plus gros challenge, c'est de trouver une stratégie rentable. Et ensuite, maintenant, pouvoir respecter la stratégie. Donc, si un trader arrive à trouver une stratégie qui est rentable et arrive à être suffisamment discipliné pour à la fois respecter la stratégie et aussi respecter ses règles de money management, ce trader-là, il sera tout simplement un trader rentable. Donc, la dernière fois, parce que bon, il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas là, donc je vais rappeler un peu brièvement ce qu'on avait dit. Donc, on avait parlé un peu de ce que c'est qu'une stratégie. Et j'ai dit que la stratégie, c'est comment tu trades. C'est-à-dire quand quelqu'un vous dit quelle est votre stratégie, en réalité, la personne vous demande comment est-ce que vous tradez. Donc, il ne s'agira pas pour vous de répondre avec une phrase aussi vague que je suis un chartiste ou bien que j'utilise l'analyse modèle. Donc, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je vois sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram ou bien sur Facebook. Je vais surtout dire sur Facebook parce que je ne regarde pas trop ce qui se passe sur Telegram, à part dans mon groupe. Donc, il y a beaucoup qui disent qu'ils sont chartistes, que leur stratégie, c'est le chartisme. Donc, j'avais dit la dernière fois qu'il n'y a aucune stratégie qui s'appelle chartisme. D'accord? Le chartisme, c'est une branche d'analyse technique, au même titre que l'analyse moderne. Il existe plusieurs stratégies chartistes. Donc, votre rôle va être de trouver une stratégie qui vous convient. Alors, donc, je vais aujourd'hui, j'avais présenté une stratégie la dernière fois, donc, qui est la stratégie avec laquelle j'ai commencé à être rentable. Donc, moi, j'ai été autodidacte, d'accord? Donc, je me suis auto-formé et j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mon temps pendant euh, près de 2 ans. Et donc, la première stratégie qui m'a permis d'être rentable, c'est dans une formation auprès euh, d'un coach américain, dans une formation comme ça que j'ai obtenu le système. Certains peuvent même connaître la formation, c'est la connexion, la connexion, la connexion. La connexion. Bon, donc je continue. Donc, je disais que c'est dans une formation avec un coach américain que j'ai obtenu le système en question. Et donc, le système, c'est un système de suivi de tendance. Donc, ça va vous permettre de détecter les points de correction, les points où la correction s'achève plutôt. Parce que, comme je vous l'avais dit, suivre la tendance, c'est pouvoir trouver les points où la correction s'achève pour pouvoir entrer dans la prochaine vague d'impulsion. D'accord? Donc, j'ai présenté le système la dernière fois. Je ne sais pas s'il faut le représenter aujourd'hui. On verra plus tard. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner plutôt des conseils parce qu'on ne va pas tout de suite rentrer dans l'apprentissage du système, de l'utilisation du système. D'accord? Donc, j'ai posé au moins une condition, c'est que tout le monde fasse un dépôt sur son compte de trading. C'est impératif. Parce que comme je l'ai déjà dit dans l'audio, il y a des gens qui disent que 3 000 francs, ah, vous dites que c'est peu. Certaines personnes disent que c'est peu. Si c'est peu pour eux, c'est pas peu pour moi. Mais si vous deviez payer la formation, vous allez payer très cher. Donc,
Je vais demander à tous, autant que vous êtes, de faire un effort pour faire un dépôt avant que nous ne commencions à étudier le système. C'est le minimum que je vais vous demander pour le moment. D'accord? C'est le minimum. Alors, une fois que j'ai dit ça, on va rentrer maintenant dans autre chose d'abord. Je vais vous donner quelques conseils, astuces, quelques impératifs, des choses très utiles pour même ceux qui sont des intermédiaires, pour que vous puissiez commencer par améliorer un peu votre trading. Et donc, ça nous donnera le temps dans la semaine pour que tout le monde puisse faire un effort pour rassembler bon, les 5 dollars pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas les moyens, pour au moins faire le dépôt dans la semaine afin que le samedi prochain, je puisse voir avec vous l'utilisation du système. Donc, je suis aussi en train de voir comment est-ce qu'il faut que je m'organise. Il y a des gens qui m'écrivent et qui veulent que je fasse quelque chose de plus. Certains veulent, par exemple, me rencontrer et tout le reste. Donc, je vais essayer de voir dans quelle mesure c'est possible d'organiser quelque chose. Peut-être un week-end de coaching. Je vais partager un sondage après dans le groupe. Et vous allez essayer de répondre au sondage pour me dire si vous voulez qu'on fasse un week-end de coaching, comment on doit organiser ça. Je vais proposer toutes les questions. J'ai vu que vous formez aussi des groupes d'études. Donc, on va voir tout ça après dans le groupe. Je vais faire le sondage ce soir. Je vais l'envoyer. Voilà, ce serait un grand honneur de vous rencontrer. Donc, je vais faire le sondage. Je vais vous envoyer et vous allez me dire un peu comment on va organiser les choses. Je vais poser des questions. Vous allez me répondre par oui ou non, ou vous allez faire des propositions. Je vais essayer d'organiser tout ça pour voir comment est-ce qu'il faut organiser les choses pour aller un peu plus loin avec vous, pour aider encore plus ceux qui seront plus engagés, plus sérieux. Parce que là, tout est mélangé et on a l'impression que personne n'est sérieux, alors qu'il y a des gens qui prennent la chose au sérieux. Donc, on va offrir à ces gens-là l'opportunité, par exemple, de me rencontrer, de faire un week-end complet peut-être de coaching ou bien une journée complète de coaching avec une pause déjeuner. C'est une idée hein, auquel j'ai pensé, à laquelle plutôt j'ai pensé. Je vais vous soumettre ça en sondage tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, je vais vous donner quelques conseils. Je vais aller sur le tableau blanc ou bien je vais garder. Alors, donc, comment est-ce qu'il faut faire maintenant à votre niveau actuel? Comment est-ce que vous devez faire pour améliorer votre trading et faire des gains? D'accord? D'accord, d'accord. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer, pour ceux qui lancent déjà des trades et tout le reste? Comment est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre trading? Je vais vous donner quelques conseils essentiels et que vous pourrez implémenter dès ce week, dès cette semaine pour, si vous arrivez à les respecter, vous allez pouvoir me revenir à la fin de la semaine pour me dire à quel point ça vous a aidé. D'accord? Donc, première chose que je vais vous dire, c'est ceci. Si vous êtes débutant, dès ce soir, peu importe votre emploi du temps et tout le reste, je vous conseille vivement d'arrêter de faire du scalping. D'accord? Quand on est débutant, ce n'est pas forcément l'idéal. Pourquoi? Ça fait jouer beaucoup d'émotions. D'accord? Pourquoi est-ce que ça fait jouer beaucoup d'émotions? Parce que tout de suite, la position que vous avez prise, d'abord, quand vous faites une analyse en scalping, qu'est-ce qui se passe? L'analyse, il faut vite faire l'analyse. Il faut vite prendre la décision de rentrer en position. Il faut vite faire pour mettre son stop loss, son take profit et tout le reste. Ça dit qu'il faut vite faire tout. Par exemple, vous faites une analyse sur M5. Le temps pour vous de calculer le risque que vous voulez prendre sur votre position, le temps pour vous de définir où est-ce que votre stop loss va se situer et tout le reste. Si vous êtes sur M5, peut-être que votre setup aurait déjà commencé par s'exécuter. Ça dit que peut-être que si vous pensez par exemple que le marché va rebondir sur un support et que vous faites, comment je vais dire,
et que vous faites du scalping sur M5, le marché vient sur le support. Le temps pour vous de définir votre stop loss et de faire tout le reste, peut-être que le marché aurait déjà rebondi et vous allez tout simplement rentrer trop tard. L'autre inconvénient en point de débutant de faire du scalping, c'est ceci. Si vous faites du scalping, par exemple, et que vos positions s'annulent ou s'effectuent très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez soumis à beaucoup d'émotions parce que quand vous allez perdre, vous allez avoir très rapidement l'opportunité de vous venger du marché en prenant une autre position, ce qui n'est pas concerné. D'accord? Donc, le scalping, ça va trop vite pour un débutant. Donc, arrêtez avec du scalping. Vous voyez, jusque-là, je vous apprends un peu de tout. Je vous dis, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Ça, c'est pour la culture générale surtout. Maintenant, je suis en train de vous dire ce que je vous recommande direct. D'accord? Là, c'est différent. Là, ce n'est pas, il y a telle possibilité, il y a telle possibilité, vous choisissez. Non, là, c'est, je vous conseille de faire telle chose. C'est ça qu'on va faire pendant la séance d'aujourd'hui parce que beaucoup sont déjà en train de trader. Donc, il faut y aller en même temps. Donc, voilà. Et je vous rappelle, le vendredi ou bien le samedi prochain plutôt, nous allons commencer par bosser sur le système de suivi de tendance que j'ai présenté la dernière fois. Et voilà. Donc, arrêtez avec le scalping, faites de l'intraday ou du swing trading. Carrément du swing trading, même si vous avez un petit capital. Bon, avec les petits capitaux, essayez de faire de l'intraday, d'accord? Parce que là, ça vous donne le temps de bien réfléchir votre position, de placer vos stop loss et tout le reste. Et il ne faut pas prendre trop de positions. D'accord? Prenez juste quelques positions. Et prenez en compte ce qu'on appelle la corrélation. Donc, je vais peut-être partager mon écran pour vous parler de la corrélation. Ou bien je vais laisser, par exemple, le temps pour que vous puissiez regarder d'abord ça en vidéo avant que je ne vous en parle. Donc, prenez juste quelques positions. Incluez obligatoirement dans votre stratégie ce qu'on appelle les zones. Je vous dis ceci, personne ne peut dire qu'il fait un trading rentable sans tenir compte des zones, c'est-à-dire des supports, résistance. Je ne vais pas utiliser le terme de support et résistance parce que quand on dit support et résistance, c'est un terme qui fait allusion à quelque chose de précis. D'accord? Quand on dit support et résistance, on sait de quoi est-ce qu'on parle, d'accord? Quand on dit support et résistance, on sait de quoi on parle, d'accord? Et on sait qu'on parle de ça, vous voyez? C'est une zone comme ceci. Et les règles pour définir un support ou une résistance sont très simples. C'est qu'il faut avoir un, deux touchés, d'accord? Quand vous avez un et deux touchés, deux fois où le marché n'arrive pas à casser le niveau, vous avez d'office déjà un support. Donc, ça, c'est la définition de support. Et quand on parle de trading de zone, ça ne veut pas dire support et résistance, ça veut dire beaucoup d'autres choses, d'accord? Il y a plusieurs types de zones. Il y a les order blocks, par exemple. Donc, les blocs d'ordre des banques. Ça aussi, ce sont des zones. Comment on identifie les order blocks? Ça, c'est dans la formation. Et je vais vous donner le lien pour accéder à la formation. D'accord? Mais je vais vous briefer dessus brièvement ici. Donc, un order block ou bien un bloc de contrat, c'est un peu comme un support et résistance, mais c'est un niveau où on a commencé un mouvement violent. D'accord? C'est un niveau où vous allez constater qu'il y a de grosses bougies qui sortent de la zone. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, une petite consolidation. D'abord, c'est une zone qui commence toujours par une petite consolidation. Quand il dit consolidation, cela ne veut pas dire qu'on va avoir une longue consolidation hein, avec plein de bougies. Hein, non, ça peut être une ou deux bougies qui bloquent à peu près au même niveau en haut et en bas. Donc, si vous êtes sur H1, par exemple, vous pouvez voir plus clairement la consolidation sur une unité de temps inférieure. Et on sort de la consolidation avec une grosse bougie. D'accord? Et vous allez constater que le mouvement qui va suivre
ça va être que de grosses bougies, des bougies en bonne santé. Donc, ça peut être, par exemple, les 3 soldats ou 3 corbeaux, tout ce que vous voulez. Ça va être des grosses bougies ou bien des bougies qui sont quand même en bonne santé, pas trop de mèches en haut et en bas. Il va y avoir du volume. Donc, vous allez constater que c'est un gros mouvement qui part du niveau. D'accord? C'est un peu comme un support et résistance. C'est un peu comme les supports et résistances plutôt. Mais ça a ce petit caractéristique-là en plus. Et il en existe plusieurs types. D'accord? Il y a les rallye base drop, les drop base rallye et tout le reste que j'ai détaillé dans la formation. J'ai dit qu'il y a une partie de la formation que pour l'instant, je ne sais pas si je vais mettre sur YouTube parce que ce n'est pas forcément très bon. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un niveau comme ça où il y a de grosses bougies qui sortent plutôt du niveau. Et donc là, on va dire que c'est un order block. Généralement, vous allez retrouver des patterns qui sont liés au fait que les banques rentrent en position. Et l'un de ces patterns plutôt, c'est ce que je vous ai dit. Les grosses bougies symbolisent souvent l'entrée en position des institutionnels. Donc, des gens qui injectent beaucoup d'argent sur le marché. Donc, quand il y a beaucoup d'argent qui rentre d'un seul coup sur le marché, les mouvements sont robustes, les bougies sont en bonne santé. D'accord? Donc, ça, c'est l'un des patterns. L'autre pattern, c'est que ça se précède par une toute petite consolidation. D'accord? Moins il y a moins la consolidation dure, plus le niveau va avoir de la valeur. D'accord? Donc, il y a une petite consolidation qui précède et puis, boum, il y a la sortie. D'accord? Maintenant, quand vous avez ces deux, donc ici, on va parler de la vitesse et de la force du mouvement. Ici, on parle de la consolidation qui précède ce mouvement. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait une zone là. Et donc, d'autres patterns qu'on peut avoir sur ces zones-là, c'est que, par exemple, si vous avez un marché qui était en train de baisser comme ceci, le marché peut faire un plus bas ici, plus haut que le précédent, alors qu'on est dans une tendance baissière, et se remettre, par exemple, à monter. D'accord? Et là, vous avez ce qu'on appelle un SMS. Ce n'est pas un SMS qu'on envoie. Hein? Donc, bon, vous avez encore ce qu'on appelle un W ou un double bottom. Mais dans le système que je suis en train de vous parler, le système des zones d'offres et de demande, qu'on appelle encore order block, bloc de contrat des institutionnels, il y a souvent cette figure-là, d'accord, qui va arriver sur un niveau comme ceci. Et là, pour délimiter la zone, comme c'est une zone, pour délimiter la zone, ce que je dis là, je suis en train de juste vous briefer parce que vous allez avoir plus de détails dans les vidéos. Donc, pour délimiter la zone, vous allez prendre la dernière bougie qui va dans le sens de la tendance qu'on est en train de quitter. Donc là, c'est la dernière bougie rouge que vous allez prendre et délimiter ça. Ouais, donc la bougie sera quelque part ici comme ceci. Ouais, donc ce sera la dernière bougie rouge avant le mouvement violent dont je vous ai parlé qui sera ici. Donc si vous voyez ce genre de mouvement, vous suivez un marché, vous voyez ce genre de mouvement, vous voyez là, c'est une zone qu'on appelle un order block. Donc si on a un order block, nécessairement, le mouvement, ça aussi c'est une case ici qu'il faut surveiller avant de dire que vous avez un order block. Un order block, excusez-moi. Une autre caractéristique, c'est que forcément, nous devons avoir un break in market structure, c'est-à-dire que nous devons faire un plus haut que le précédent. Alors qu'on était dans une tendance baissière, que normalement, nous ne devrions pas avoir un plus haut que le précédent. Nous devons avoir un break in market structure. Donc, une fois que toutes ces conditions-là, toutes ces caractéristiques, tous ces patterns sont reconnus sur le marché, c'est en ce moment maintenant que vous allez dire, oui, là, j'ai un bloc d'ordre des institutionnels. Et quand on a un bloc d'ordre, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, les banques, quand ils veulent prendre des positions, étant donné que ce sont des positions massives, ils ne prennent pas toutes leurs positions d'un coup. Voyez, si on veut injecter plusieurs milliards sur le marché, ils ne vont pas tout injecter d'un seul coup parce que
ce n'est pas quelque chose de très pratique, c'est quelque chose qui est suspect sur le marché, c'est quelque chose qui est trop violent, c'est quelque chose qui est très compliqué à avoir. Vous voyez, il n'y a pas toujours autant de liquidités qu'eux, ils en veulent. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, ici, vous allez avoir un autre schéma que je vais vous montrer tout de suite. C'est que les pin bars, c'est aussi une des sources, une des raisons pour lesquelles nous avons des pin bars sur les marchés. Ça dit qu'ils vont aller chercher des liquidités qui se trouvent souvent en dessous des zones. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez un support ou une résistance, on sait que beaucoup de personnes, quand ils achètent ici, ils placent leur stop loss ici, juste en dessous du support. Et donc, comme les gens vont placer leur stop loss juste en dessous du support, un stop loss d'un ordre d'achat, c'est une vente. Vous comprenez? Un stop loss sur un ordre d'achat. Si vous achetez, que vous mettez votre stop loss quelque part, c'est tout simplement une vente. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce que vous avez acheté ici, vous vous dites que si on casse le support, vous voulez vendre et encaisser votre perte parce que vous estimez que ça va couler. C'est un peu ça. Donc, les banques, comme ils savent ça, comme eux, ils ont besoin souvent de beaucoup de liquidités pour exécuter leurs ordres, ils vont chercher tous les stop loss qui sont ici. Et donc, ces stop loss peuvent, très souvent, les stop loss là ne suffisent pas. Donc, une fois qu'il y a le break in market structure, le marché va revenir sur le bloc d'ordre et généralement, ils vont prendre encore quelques, je vous épargne les détails de ce qui se passe ici d'un point de vue fondamental. Ils vont prendre encore quelques ordres de vente et faire remonter le marché. Donc, vous allez avoir une configuration comme ceci, c'est ce qu'on appelle le SMC de manière simplifiée. Donc, plus de détails, vous allez trouver ça dans la formation. Et si jamais on a l'occasion de se rencontrer, comme j'ai dit, je vais encore plus vous en parler en détail. Maintenant, ne tombez jamais dans le piège de ceux qui vous disent que le SMC, c'est la meilleure stratégie du monde, le MMM, c'est la meilleure stratégie du monde et tout le reste, c'est des conneries, tout simplement parce que il n'y a pas de meilleure stratégie au monde, d'accord? Il faut combiner tout ce qui est zone. Le trading de zone, c'est obligatoire, peu importe si vous voulez utiliser un indicateur, peu importe ce que vous voulez utiliser, vous ne pouvez jamais négliger les zones de prix. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché, quand on dit marché, on dit prix. Marché, c'est une question de prix. Même quand vous allez au marché, il s'agit des prix parce que vous allez acheter des choses et les choses ont un prix. Les droites de tendance ne peuvent pas avoir plus de force que les zones. Les indicateurs, tout ce que vous voulez, ne peuvent pas avoir plus de force que les zones parce qu'eux, ils n'ont pas une signification concrète sur le marché réel. Sur le marché réel, ce qui a une signification concrète, c'est les zones de prix. Le Bitcoin, par exemple, on va dire que la zone autour de 20 000, 20, 21 000, 19 000, c'est une zone de support majeur. C'est un prix. C'est un prix dont les gens parlent dans la rue, dont les investisseurs parlent dans les banques, dans les fonds d'investissement. C'est un prix, 20 000, quand on dit 20 000, 19 000. Mais quand on parle d'une droite de tendance ou d'un indicateur, ce n'est pas un prix, ce n'est pas un élément concret sur le marché. Vous comprenez ce que je dis? Donc, les zones de prix sont obligatoires à implémenter dans toute stratégie. Donc, ça, c'est un conseil très important que je vous donne. Et j'ai dit ceci, quand on dit zone, on ne parle pas uniquement de support et résistance. La définition de support et résistance, c'est ce que je vous ai montré ici. C'est 1, 2. Quand on a 1, 2, au 3, on va vous dire, voilà, on a déjà un support. Donc, ça, ce n'est pas suffisant. À part les supports et résistances standards, il y a encore d'autres types de zones. Et donc, je vous ai montré les order blocks. Je ne peux pas dire que je vous ai déjà détaillé totalement ce que c'est qu'un order block, mais c'était juste une petite parenthèse. Vous pouvez aussi pousser vos recherches plus loin parce que je vous mets sur la piste. D'accord? Donc, il y a les blocs d'ordre, les zones qu'on appelle encore les zones d'offre ou de demande dans une autre stratégie. C'est des noms qui changent, mais c'est la même chose. D'accord? Donc, il y a les zones d'offre et de demande. Il y en a différents types. Il y a ceux qui jouent le rôle de retournement de tendance et tout le reste. D'accord?
Maintenant, quand on parle de support et résistance, quand on parle de support et résistance, il y a aussi deux catégories de support et résistance. Nous avons les supports et résistances majeurs et les supports et résistances mineurs que certains appellent encore des niveaux intermédiaires ou des niveaux de seconde zone. D'accord? Donc, il faut à tout prix avoir connaissance de ces choses-là parce que ce n'est pas parce qu'on vous a dit qu'il faut impérativement implémenter les zones, le trading de zones, que vous allez agir sur n'importe quelle zone. D'accord? Donc, par exemple, si je prends ceci, je vais tracer quelques zones. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, par exemple, si je trace cette zone, si je trace, par exemple, 3 zones comme ça, il y a parmi ces zones, des zones qu'on appelle des zones intermédiaires et des zones qu'on a, les zones intermédiaires, les zones de seconde zone, tout ce que vous voulez. Hein. Il y a plein de noms que les gens donnent à ça. Ce qui est important pour moi, c'est ceci. Par exemple, vous avez à voir, par exemple, cette zone qui est comme ceci. Vous voyez? Si vous regardez sur votre graphique, vous allez voir que c'est une zone qui est peut-être récente. La plupart du temps, ça va être des zones qui sont récentes. D'accord? Ce n'est pas une zone qui est très longue. D'accord? C'est une zone qui est généralement récente. C'est-à-dire que quand on va regarder derrière ici, ce n'est pas une zone qui sera valide, par exemple. Vous pouvez voir que le prix, vous pouvez voir que le marché a, par exemple, fait des trucs comme ça ici. Ce n'est pas important, mais ça tombe sur ça ici et ça refuse de passer dessous. Ouais, quand on regarde derrière ici, il n'y a absolument rien en dessous. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle à peu près une zone majeure, d'accord? Ou bien, il y a un autre cas. Peut-être que ici vous n'aurez rien parce que le marché vient peut-être d'en haut. Ça, c'est le meilleur cas même. Ouais, le marché vient d'en haut. Donc, ici, vous n'avez rien ici. Donc, le marché vient d'en haut et il tombe dessus et il refuse de casser. Ça, c'est une zone majeure. Maintenant, peut-être que le marché ne va même pas euh, traîner trop dessus. Le marché va peut-être tomber dessus, faire un double top et faire tout ce qu'il veut ici. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une zone intermédiaire. Pourquoi? Ou bien une zone de seconde zone, ou bien tout ce que vous voulez. Hein. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça là, une zone intermédiaire? Parce que comme c'est une zone qui se trouve au milieu, forcément, ça a déjà été cassé une ou deux fois ou trois fois. Je suis sûr que ceux qui font déjà des analyses de marché voient déjà ce genre de cas de figure plusieurs fois sur le marché où on a des zones qui sont des zones de milieu, des zones comme ceci, qui ont déjà été cassées quelquefois. C'est-à-dire, ce n'est pas des zones que le prix c'est des zones où le prix a du mal à passer parce que le prix a rebondi une ou deux fois. C'est pour ça que vous avez tracé ça comme support. Mais vous regardez dans l'histoire de la zone, vous constatez que, vous regardez ça jusqu'en arrière, c'est ce que j'appelle histoire. Vous constatez quoi? Vous constatez que c'est une zone qui dure depuis peut-être très longtemps et qui a déjà eu à être cassée, reconcassée quelquefois. Donc, c'est une zone mineure. Mais ce qui est en bas ici, ou dans son histoire, ce n'est peut-être pas trop long. Pourquoi ce n'est pas trop long? Pourquoi c'est important? Souvent, on va vous dire que quand la zone a été déjà testée plusieurs fois, c'est ça qui est bien. Mais quand la zone date de trop longtemps, a déjà été testée plusieurs fois, ça a dû être cassé aussi plusieurs fois. Donc, dans la tête des investisseurs, ce n'est pas forcément une zone de prix très important. Parce que c'est une zone qu'ils ont déjà travaillé plusieurs fois. Pourquoi est-ce que le Bitcoin, quand il est tombé autour de 29 000, ça a fortement résisté? Parce que c'est une zone qui n'a pas été travaillée depuis très longtemps. C'est pour ça que les investisseurs considèrent ça comme une zone majeure. Vous voyez, mais si c'est par exemple une zone située autour de 40 000 qui a déjà été cassée, reconcassée une fois, ça va être un support très long parce que vous allez trouver plusieurs historiques, plusieurs touchés derrière
que vous allez pouvoir rattacher. Mais vous allez aussi constater que c'est une zone qui a déjà été cassée à plusieurs reprises par le marché. Ce qui fait que dans la tête des investisseurs, vraiment, la connexion me dérange beaucoup aujourd'hui, hein. C'était la connexion qui m'avait sorti, hein. Donc, on est de retour, donc je vais reprendre là où j'étais. J'espère que tout le monde est là. J'étais en partage d'écran, hein. Alors, donc, je reprends. Tout le monde me reçoit, tout le monde est là, tout va bien, je peux continuer. J'ai besoin d'un oui rapidement dans le chat pour savoir que tout va bien. J'ai perdu mes dessins. Vraiment, j'ai un problème de connexion ce soir. C'est bon, vous me recevez, je peux continuer. OK, super. Oui, oui, oui. D'accord, donc je continue. Donc, comme je le disais, vous avez ces zones-là qui datent de très longtemps et qui ont été, quand il dit date de très longtemps, ça ne veut pas dire que depuis très longtemps, on n'a pas pu casser, hein. Si depuis très longtemps, on n'a pas pu casser le niveau, c'est que le niveau est super, d'accord? Mais souvent, les niveaux dont on peut parler comme ça, les niveaux qu'on peut dire qu'on n'a pas cassé depuis très longtemps, c'est des niveaux euh, qui ne vont pas être très longs, surtout sur le Forex, d'accord? Sur le Bitcoin, par exemple, on peut avoir ça, on peut dire, bon, le niveau par exemple, la fois dernière, l'or a atteint un niveau qui n'a pas été cassé depuis très longtemps, et donc ça a bondi. J'ai même voulu partager le trade que j'ai fait sur l'or, où j'ai pris plus de 5000 points récemment sur l'or que j'ai coupé d'ailleurs le vendredi. Peut-être je vais partager la capture à la fin de la séance pour que vous puissiez voir un peu. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que quand le prix atteint un niveau comme ça, un niveau qui n'a pas été passé depuis très longtemps, c'est ça qu'on appelle un niveau majeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille d'aller chercher vos niveaux sur daily. Parce que celui qui fait une analyse sur daily, qui revient sur H1 pour pouvoir travailler avec cette analyse-là, cette personne, excusez-moi, hein, je fais un truc. OK. Donc, celui qui, par exemple, va sur D1 et il trace des supports et résistances et vient sur H1 pour trader avec, il va avoir des niveaux majeurs parce que les niveaux qu'il aura tracés sur D1, ce sera des niveaux qui auront peu de chances d'avoir été cassés, recassés plusieurs fois. D'accord? Donc, vous allez rapidement tomber sur les niveaux majeurs. Donc, toujours prendre en compte cela. D'accord? Les niveaux intermédiaires, quand le marché veut faire une tendance, c'est des niveaux que le marché va casser. D'accord? Retester, repartir. Et c'est généralement quand ça va arriver sur un niveau majeur que ça pourra peut-être redescendre. D'accord? Maintenant, autre chose pour savoir si un niveau va tenir, essayez de décompter le nombre de mouvements d'impulsion qu'il y a. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui nous permettent de savoir à peu près combien de mouvements d'impulsion nous avons dans une tendance. Parce que le marché fonctionne en termes de cycle aussi. D'accord? Donc, généralement, la plupart des stratégies, la plupart des experts parlent de 3 mouvements d'impulsion majeurs avant un grand mouvement de correction important. D'accord? Donc, généralement, vous allez avoir, que ce soit la théorie des vagues d'Elliott et autres, même si la théorie des vagues d'Elliott, il y a quelques
spécificités qu'il faut voir. On parle généralement de 3 mouvements d'impulsion, d'accord, avant un mouvement de correction sur une zone majeure, d'accord. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire en bref d'abord sur le trading de zone. Donc, il y a les zones d'offres et de demande qu'on peut appeler par plusieurs noms, d'accord? Les zones d'offres et de demande qu'on peut appeler order block, tout ce que vous voulez. Il y a des spécificités qu'il faut voir, que je verrai avec vous, mais je ne peux pas tout mettre sur vous d'un seul coup, d'accord? Et aussi, ces choses-là, il faudrait vraiment qu'on les travaille pour pouvoir les maîtriser. D'accord? Donc, si je vous apprends ça, vous devez les travailler, essayer de les repérer sur le marché pour pouvoir les repérer facilement quand vous allez trader avec. Donc, j'ai dit, première chose, il faut nécessairement que vous tradiez sur les unités de temps un peu élevées. Donc, H1 ou bien à la limite M30 ou bien M15. Mais le trading sur M5, quand on n'a pas d'expérience et qu'on peut rapidement capter les choses rapidement, prendre position rapidement, placer son stop loss rapidement, ce n'est pas forcément très intéressant pour quelqu'un qui débute. Quand vous débutez, vous avez besoin d'être posé et de faire les choses à votre rythme et ce qui vous permet de le faire. Si vous avez un peu de capitaux, essayez de trader sur H4, d'accord? Ou si c'est trop pour vous, H1. Et vous faites, vous recherchez vos zones, c'est-à-dire les zones de support, résistance, les order blocs, les résistances majeures, mineures. Si vous voyez une résistance qui a déjà été cassée plusieurs fois parce qu'elle est trop longue et est mélangée un peu avec le prix, vous pouvez, vous pouvez tracer ça avec une ligne ou bien une couleur particulière et les niveaux qui sont en haut ou en bas et qui sont des niveaux qui n'ont pas été cassés il y a très longtemps, vous pouvez, par exemple, les tracer dans une autre couleur. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les niveaux intermédiaires hein, ou bien les niveaux de seconde zone, hein, les niveaux mineurs. Hein. Les niveaux mineurs sont très intéressants à trader comme ceci. Vous voyez? Cassure, retest. D'accord? Les niveaux majeurs sont à craindre pour celui qui suit la tendance quand on arrive sur un niveau majeur, surtout si on compte le nombre de cycles qu'on a déjà eu, on constate que le mouvement qui est en cours a déjà fait, par exemple, 3 mouvements d'impulsion. Là, il faut aussi avoir peur, d'accord? Si ça a déjà fait euh, 3 mouvements d'impulsion, il faut avoir peur quand on arrive sur une zone majeure. Vous voyez? Donc, ça, ce sont de petites choses pour vous aider à implémenter correctement le trading de zone dans votre trading. Alors, je vous ai aussi parlé des moyennes mobiles. Alors, pourquoi les moyennes mobiles sont importantes? Et pourquoi moi, je fais la différence entre les moyennes mobiles et tout autre indicateur? Les moyennes mobiles, pourquoi moi, je prends ça en compte? Parce que les grandes institutions aussi prennent ça en compte. Et si quelqu'un vous dit que les moyennes mobiles, c'est rien du tout, la personne a tout simplement menti. D'accord? Donc, vous pouvez ne pas utiliser les moyennes mobiles pour trader. Bon, la personne n'a pas menti, hein. Chacun a sa vision du trading, d'accord? Vous voyez ce que moi je vous ai dit là maintenant, où je vous ai parlé des order blocks, tout le reste. Il y a quelqu'un qui va venir, par exemple, et qui va vous dire que c'est ça seul qui est vrai dans le trading. Tout ce qui reste est faux. Il y a d'autres qui vont venir vous dire que c'est la méthode market maker de Steve Morrow qui est vrai, que tout le reste est faux. D'accord? Mais vous avez vu que moi, dans mon approche, j'implémente un peu tout parce que je pense que quoi? Je pense que tout est vrai. D'accord? Il faut juste savoir exploiter chaque chose. Il faut juste savoir combiner les choses. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous voulez trader les zones, vous devez prendre en compte toutes les zones. D'accord? Par exemple, je peux essayer de voir si je peux vous partager mon écran pour vous montrer. Je pense que j'ai déjà effacé ce que je voulais vous montrer. Vous voyez mon écran?
Donc, je voulais vous montrer un trade que j'ai fait sur l'or où avant de prendre un rebond sur une moyenne mobile 200, vous allez, si vous prenez votre graphique à la fin de cette séance, prenez votre graphique et regardez le comportement de l'or, du prix de l'or. Regardez sur H1 ou bien H4, regardez sur H1 ou H4 le comportement du prix de l'or sur la moyenne mobile 200 dont je vous ai parlé ici. Je vous ai dit que c'est une moyenne mobile que les institutionnels surveillent, d'accord? Et que c'est une moyenne mobile très, très importante. Vous allez voir ce qui s'est passé quand l'or a rebondi. Je vous ai dit, j'ai pris plus de 5000 points. Il y a différence entre points et pips, hein? Donc, j'ai pris, ce n'est pas des pips, 5000 pips, c'est trop, d'accord? Le prix n'a pas bougé de 5000 pips. J'ai pris plus de 5400 points et j'ai pris deux positions qui m'ont rapporté énormément d'argent parce que le prix combiné, bien sûr, avec d'autres choses, hein, mais essayez d'abord de voir ce qui s'est passé quand le marché est revenu tester la moyenne mobile 200. C'est de là qu'un gros mouvement d'impulsion a démarré et qui a duré pratiquement toute la semaine. D'accord? Donc, voilà un peu quelques conseils que je peux vous donner pour améliorer d'un point de vue stratégie, c'est-à-dire stratégie, votre trading. Donc, incluez, par exemple, la moyenne mobile 200 pour ceux qui veulent suivre la tendance. D'accord? Dans le système que je vais vous donner, il s'agira de la moyenne mobile 144. Donc, vous pouvez prendre une moyenne mobile 144 exponentielle appliquée à la clôture. D'accord? Une moyenne mobile 144. Donc, exponentielle, j'ai dit, hein, appliquée à la clôture. Et vous allez observer aussi comment l'or a rebondi dessus et a reparti violemment à la hausse. D'accord? Je ne partage pas MetaTrader parce que je n'ai pas préparé de graphique du tout pour vous montrer les choses et je ne veux pas rentrer dessus et commencer par me perdre pour perdre du temps. D'accord? Mais on va revenir dessus après. Donc, voilà un peu quelques conseils. Il y a d'autres choses que j'avais envie de partager avec vous, mais je dois prendre les questions. Je prenais ça au début, mais comme il n'y avait pas tout le monde, j'avais décidé de les prendre à la fin. Donc, je veux prendre quelques questions et répondre à ça avant qu'on ne s'arrête pour aujourd'hui. Ou bien, les questions peuvent aussi nous permettre de rebondir sur d'autres choses, hein. Je vous attends, hein. Vous pouvez écrire dans le chat pour ceux qui n'aiment pas parler. J'ai le chat devant moi pour vous lire. Oui, Deo gracias, Anani. Oui, Oui, vous avez la parole. oui, j'ai une question. Je me demande si on pouvait utiliser la moyenne mobile 200 avec le time frame de M15 par exemple. Je pense que c'est trop. On devait utiliser une Oui. moyenne mobile qui est inférieure à ça. Oui, utiliser la moyenne mobile 200 effectivement sur M15, c'est un peu 200, c'est un peu trop pour M15. Vous pouvez utiliser la moyenne mobile 100 ou la moyenne mobile 41 par exemple, qui est assez intéressant pour les unités de temps faibles. Mais la véritable, ce que je vous disais, c'est quoi? Quand vous tradez sur les unités de temps que les institutionnels utilisent et vous utilisez les mêmes outils que vous avez des chances de capter de gros mouvements. Donc, la moyenne mobile 200 est très, très surveillée. Très, très surveillée. Et je vous le dis parce que je travaille avec des traders, j'ai suivi des formations avec de très, très grands traders. Eux tous, ils surveillent au moins, ils ont au moins une moyenne mobile qu'ils surveillent. Donc, c'est à vous de voir. Euh, c'est à vous de voir un peu. J'ai répondu à votre question. J'ai dit que vous pouvez utiliser une moyenne mobile 41 ou 100
Mais que la moyenne mobile 200, j'en ai parlé parce que c'est une moyenne mobile qui est très surveillée. D'accord? C'est tout. Pouvez-vous nous parler des demandes de supply zone? J'en ai déjà parlé brièvement. Maintenant, bon, si vous voulez que je détaille encore plus, je peux essayer de détailler encore plus. Mais j'en ai parlé dans la formation dont je vais vous donner le lien. Donc, vous pourriez étudier ça. Donc, comme je vous l'ai dit, quand je vous ai dit de prendre en compte les zones, il s'agit aussi de ça, des zones d'offres et de demandes. Voilà. Donc, et comme je vous l'ai dit, quelques caractéristiques de ces zones-là, c'est un peu ça, hein, le mouvement de prix qui démarre à partir de la zone doit être un mouvement important, un mouvement violent et rapide. Quand allez-vous, coach, faire une séance de trading réelle avec nous? Une séance de live trading, non? Oui, je vais essayer de voir dans une semaine, dans la semaine, hein, dans la semaine, bon, pas cette semaine particulièrement, hein, mais je vais voir comment quelqu'un dans le groupe peut savoir que je suis en live et m'appeler. Alors, donc, je disais que je vais voir, parce que souvent, je n'ai pas le temps dans la semaine, et comme le marché est fermé, vous allez voir que dans la semaine, je réponds très peu aux messages et tout le reste parce que je suis très occupé dans la semaine. Maintenant, je vais voir, je vais essayer de trouver un créneau dans la semaine pour qu'on puisse faire une séance de trading live. Hein? C'est la séance de trading live que vous attendez pour trader en réel. Et vous allez m'attendre à chaque fois avant de prendre des positions en réel. Ah, il dit oui, écoute. OK, alors celui qui a parlé des zones d'offres et de demandes, peut-être je vais encore parler un peu de ça tout à l'heure si j'ai le temps. Mais j'avais prévu qu'on s'arrête à 22h30. Il est 22h16. Donc, je pense que si j'ai fini de prendre les questions, on peut revenir peut-être sur ça. Mais j'ai déjà donné beaucoup de caractéristiques par rapport aux zones d'offres et de demande. Et quand je parlais de bloc d'ordre, c'est aussi ça qu'on appelle en quelque sorte. Il y a une conférence au Bénin avec un trader envoyé par ISM en septembre. Êtes-vous au courant? Comment je peux ne pas être au courant? Avant la séance dont vous parlez, il y a une rencontre avec nous d'abord. Monsieur Franck en avait déjà même parlé pendant le lancement. C'était en exclusivité qu'il avait parlé de ça. ISM ne l'avait même pas encore annoncé que pendant notre live, le premier live que nous avons fait pour lancer la formation, il en avait parlé ici. Donc, avant ça, avant que la conférence n'ait lieu, il est prévu une réunion avec nous d'abord. Et après cela, il y aura le webinaire sur la combinaison des indicateurs nativement. Autre question? Vous êtes inscrit pour la conférence, j'espère. On va se voir là-bas. Mais avant ça, peut-être que nous, on aurait déjà eu le temps de se voir. Je suis arrivé avec un petit retard. Je dis d'abord merci pour cette initiative. Mais je voudrais que vous nous expliquiez mieux les moyennes mobiles, lesquelles sont adaptées à différentes unités de temps. Est-ce que c'est possible de le suivre en ligne? Je parle de la conférence. Non, la conférence, c'est à l'hôtel Golden Tulip. Voilà, super. Quelqu'un a déjà répondu. La conférence sera à Golden Tulip. Je ne sais pas pour l'instant si on va diffuser ça en live ou pas. Peut-être que je vais me renseigner auprès de la structure qui organise ça. Parce que ce n'est pas ISM même qui organise les événements éducatifs. Le côté éducation chez ISM est confié principalement à Tradepedia
Et donc, pour pouvoir faire des événements, même pour pouvoir faire une formation comme je suis en train de le faire avec vous, il faut d'abord être validé par TradePedia, qui est chargé de la formation chez ISEM. Donc, si TradePedia ne valide pas le contenu, tout le reste, ça ne peut pas passer. Coach, on m'a retiré le bonus, mais j'ai essayé de faire un dépôt de $10. Est-ce que je pourrais accéder à la formation? Oui, il n'y a pas de souci. Tous ceux qui font un dépôt, je ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas les moyens de faire. Si vous faites un dépôt, c'est pour votre avantage aussi. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous vous engagiez un peu, que vous montriez un peu que vous faites un sacrifice pour avoir le contenu que je vous donne. C'est ça qui est essentiel pour moi. Donc, faites un dépôt, peu importe le montant, vous avez accès à la suite. Donc, pour celui qui a parlé de zone d'offre et de demande, s'il n'y a pas de questions, mes coachs, veuillez faire en sorte que cette rencontre est un live pour nous qui sommes hors du pays. Vous êtes dans quel pays? Parce que le live n'aura pas lieu uniquement au Bénin, d'accord? La séance plutôt n'aura pas lieu uniquement au Bénin. Il y a d'autres pays avant le Bénin. Donc, essayez aussi de voir à quelle date on sera dans votre pays. On nous demande de faire un dépôt de 150 au moins avant de prendre la combinaison des indicateurs aussi. Quel indicateur de ISM là? Vous n'avez pas besoin de ça forcément pour trader. D'accord? Vous avez un système qui vous sera donné ici déjà. Donc, ou bien je ne sais pas d'où vous sortez l'information. Si c'est le cas, on ne m'a pas informé. Mais aussi, on ne m'informe pas pour tout d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si on demande $150 pour donner un indicateur chez ISM. Peut-être que c'est vrai. C'est dans les détails du mail envoyé. Ah, ok, d'accord. Je ne suis pas au courant. Ok, mais je n'étais pas au courant. Donc, je vais discuter avec eux pour voir. Coach, il serait mieux de nous envoyer une vidéo de ce live. Personnellement, j'ai raté la grande partie suite au décalage horaire. Moi, je vous suis depuis la RDC. Et chez moi, il est 23 heures au lieu de 22 heures. C'est Alliance ou bien quoi? Non, c'est pas Alliance. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai déjà enregistré la séance, donc je vais essayer d'envoyer ça au montage et je vais vous rendre ça disponible. Quelqu'un a la main levée, il veut prendre la parole. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir. C'est par rapport à la méthode que vous avez dit que vous allez nous montrer à la dernière séance. Vous avez dit que vous allez nous montrer une méthode là, mais qu'il faille d'abord faire un dépôt. Donc, je voulais savoir si c'est toujours d'actualité. Oui, c'est toujours d'actualité. J'en ai parlé au début. C'est toujours d'actualité. J'ai hésité un peu à un moment donné parce que toutes ces choses que je suis en train de vous donner, quand on donne les choses gratuitement, c'est comme si on est en train de jeter la chose par terre en quelque sorte. Ouais, je ne sais pas comment il faut expliquer, il faut dire ça en français pour que pour que ça garde le sens vrai. Tout le monde ne comprend pas forcément, je vais vous dire ça en fond. Donc, on est en train de dévaloriser en quelque sorte la chose parce que les gens ne prennent pas ça vraiment avec... les gens Rigueur. Voilà, d'accord. Bon, bref. Ne Ok, pensez pas que nous ne c'est compris, connaissons pas coach. la Mais valeur de bon, ce vous savez, que... tout ce qui est gratuit, vraiment, c'est comme ça, mais c'est pas tout le monde qui va saisir l'opportunité. Donc, euh, ne vous fâchez pas trop.
Non, c'est pas grave, on va voir ça, on va étudier ça. Merci beaucoup pour la patience. Faites vos dépôts et comme ça, peut-être le samedi, si déjà la majorité a déjà fait le dépôt, la majorité de ceux qui prennent la chose au sérieux, qui suivent le live, ont déjà fait leur dépôt. Le samedi, on va aborder ça. Aujourd'hui, les conseils que je vous ai donnés, c'est très important. À partir de maintenant, vous savez sur quoi vous concentrer. Concentrez-vous. Ne pensez pas que nous ne connaissons pas la valeur de ce que votre ici qui pénètre en table. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que je vous ai donné les quelques conseils que j'ai donnés au départ sur le côté analyse. Il faut, parce que je sais qu'il y a certainement des gens qui se paient à essayer des indicateurs par-ci et par-là. Donc, je voulais vraiment que vous vous concentriez sur l'essentiel, c'est-à-dire les indicateurs de base, comme la moyenne mobile, par exemple. Je ne sais pas s'il est utile de vous apprendre à utiliser le système Ishimoku, parce que, par exemple, si on prend le système Ishimoku, c'est un système à part entière qui est utilisé beaucoup dans les salles de marché au Japon. Donc, les grands traders dans les salles de marché au Japon utilisent le système Ishimoku. Et le système Ishimoku, ça fait partie des indicateurs de base. Donc, ne cherchez pas trop loin. Cherchez ici. Donc, moyenne mobile, par exemple, vous cherchez les moyennes mobiles institutionnelles pour vous aider à définir la tendance du marché. En tout cas, à la fin, voyez ce qui s'est passé avec la moyenne mobile 200 pendant la semaine, les rebonds sur la moyenne mobile 200 et tout le reste. Regardez tout ça. Et aussi, est obligatoire, les zones, d'accord? Les zones majeures, les zones mineures, vous devez détecter les zones sur les unités de temps supérieures, descendre pour les trader, d'accord? Et ne tradez pas sur une unité de temps trop faible. Vous délimitez les zones. Si vous voyez des zones d'offres et de demande, je vous ai donné quelques caractéristiques des zones d'offres et de demande. Il existe plusieurs types de zones d'offres et de demande. D'accord? Donc, je vous ai déjà parlé d'un, par exemple. Je vous ai dit, quand par exemple le marché, il y a par exemple ceci, le marché monte, fait une consolidation comme ceci, et pas un violent mouvement, d'accord, avec de grosses bougies, comme je vous l'ai dit, d'accord, un mouvement violent avec de grosses bougies sort après la consolidation. Et là, vous avez une zone, d'accord. C'est ça là qu'on appelle rallye, base, rallye, d'accord. Il y a aussi une zone comme ceci, il y a l'inverse de ceci, d'accord, le marché baisse, fait une consolidation sur une zone, hein. Donc, la consolidation ne doit pas être trop grande. Et puis, paf, on sort avec un violent mouvement. Et n'oubliez pas le break in market structure qui est très, très important après un mouvement pour qu'on puisse dire qu'on a zone d'offre et de demande. S'il n'y a pas break in market structure, ceux qui nous suivent depuis le début, on en a déjà parlé, d'accord? Donc, on peut revenir tester la zone et parti, d'accord? Ça, ceux qui entrent dans ce genre de mouvement, c'est ce qu'on appelle le SMT, le SMC trading hein, d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas tout, bien évidemment, mais c'est une partie. D'accord? Et il y a aussi les zones qui peuvent être des zones majeures comme ceci. Donc, une zone de support majeur. Et le prix en train de baisser va tomber dessus, rentrer un peu dans la zone, consolider dans la zone, faire un break, une market structure. Vous pouvez avoir, par exemple, avant que le marché ne descende ici, vous pouvez avoir un niveau comme ça. Je vais effacer ce qui est à l'intérieur. Bon, j'ai finalement tout effacé sans le savoir. Donc là, vous pouvez avoir la zone comme ça. Vous avez le marché qui évolue, qui vient là, qui marque un plus haut, qui descend et qui fait la consolidation dont nous avons parlé, qui sort violemment. Donc, nécessairement, on doit casser la structure du marché. Break in market structure, c'est-à-dire marquer un plus haut. Vous voyez, plus haut que ceci. Donc là, break in market structure à ce niveau. Et là, ceci, on appelle ça un return to order block. Donc, on retourne au bloc d'ordre, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle le bloc d'ordre, là où ils accumulent leurs positions, d'accord? Et à ce niveau d'accumulation de positions, on a généralement un pin bar. Et là, vous prenez le corps de la dernière bougie baissière, vous tracez la zone. Donc, vous voyez.
Et là, on revient sur la zone, ce qu'on appelle le retour RTO, Return to Order Block. Et là, vous prenez un achat pile poil sur le niveau. Pour ce second retour, après le break in market structure, pour ce second retour, on ne pénètre plus la zone. Généralement, on tombe pile sur la zone que on se retourne. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous exercer à voir ça un peu sur le marché dans la semaine, sur démo, parce que comme c'est votre première vision de cette chose-là, peut-être quand on voit quelque chose pour la première fois, on ne se jette pas en réel sur ça. Hein. Donc, prenez garde. Donc, quand on retourne sur le bloc d'ordre, donc la partie où il y a eu la consolidation, si possible, le pin bar, quelque part ici, parce que le pin bar, je vous ai dit, hein, c'est souvent pour aller chercher de la liquidité en dessous de la zone de support majeur. D'accord? Donc, on va traverser la zone de support majeur, mais on va revenir en haut. Et là, on va faire un break in market structure, retourne to other block, et bim, c'est là que vous rentrez à l'achat. Et voilà, vous prenez le mouvement qui va suivre. Ça, c'est le second zone. C'est ça qu'on appelle le base drop, base. Donc, ça, c'est la base. Et rallye. Vous voyez? Donc, peut-être je vais effacer tout le tableau pour vous montrer les 4 cas, les 4 figures de zone d'offre et de demande. Donc, il y a ceci. Rallye, base. Donc, base. Ça, c'est une zone qu'on peut appeler, il y a des gens qui disent c'est zone de manip. Donc, ou tout ce que vous voulez, zone où on a manipulé ou bien tout ce que vous voulez. Donc, moi, je ne me préoccupe pas forcément de si on a manipulé ou pas, mais c'est les cas de figure que je vous montre d'abord, d'accord? Après, peut-être, on va rentrer plus dans les détails. Donc, rallye. Vous voyez? Son inverse, c'est base, c'est drop plutôt. Base, drop. Ensuite, on a le rallye, base. Donc, ici, sur la base, il va y avoir tout ce que j'ai expliqué préalablement. Hein. Donc, je ne répète plus ça ici, mais vous savez déjà ce qui va se produire ici. Donc, on va avoir peut-être pin bar, ou bien on va avoir un SMS, ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire un double top ou tout ce que vous voulez ici. La zone aussi doit être une zone majeure. On vient dessus, on fait une petite consolidation, on casse la structure du marché, on retourne à l'order block, on descend. Donc, rallye, base, drop. Il y a aussi drop, base, rallye. Donc, avec les caractéristiques que vous devez avoir ici, que vous savez déjà. Voilà les 4. Pour celui qui a demandé offre, zone d'offre et demande détaillée là, j'ai détaillé encore un peu plus maintenant. Mais moi, je profite de l'occasion pour dire merci de Play Togo au nom de tous les Togolais pour cette formation gratuite. Soyez bénis. Merci, merci. OK, alors, pour ceux qui avaient demandé, j'ai donné encore un peu plus de détails pour étudier cette stratégie, parce que c'est une stratégie, d'accord? Pour étudier ça plus en détail, il faut pratiquement toute une séance, d'accord? Il faut pratiquement toute une séance. Mais c'est déjà bon, un peu ça. Hein. Vous pouvez déjà partir de ça, voir ce qui se passe en démo. Autre question? Sinon, il est l'heure. Donc, s'il y a autre question, je vais répondre d'abord, même s'il est l'heure. Ce n'est pas grave. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Espérant que la séance a été utile et que vous avez appris de nouvelles choses. Oui, merci. J'ai un peu compris. OK. Bon. Donc là, forcément, c'est qu'il y a une zone, hein, il y a un support. Oui, généralement. Merci. D'accord. Donc, si je comprends bien, il n'y a plus de questions. Oui, le sondage là, ce sera un sondage hein, en bonne et due forme, Google Form. Et je vais vous envoyer le lien. Vous irez répondre. Parce que vraiment, je veux qu'on
qu'on aille peut-être un peu plus loin avec ceux qui sont sérieux. Parce que vraiment, le groupe, il y a plus de, à l'occasion de ce qu'on est en train de faire là, il y a plus de 160, près de 200, disons carrément près de 200, parce que ça doit être déjà au niveau de 170 comptes qui ont été créés. Mais combien de personnes sont actuellement en ligne? Donc, il y a des choses très importantes. Vous voyez ce que je vous ai montré là tout à l'heure là. C'est toute une stratégie. Et il y a des débats actuellement sur Internet avec des gens qui disent que c'est la meilleure stratégie au monde. Et c'est effectivement une stratégie qui est très précise. C'est du smart money concept, on appelle ça, qui consiste vraiment à trader les zones d'offres et de demande d'une certaine façon, d'accord? D'une façon spécifique, d'accord? Donc, c'est une stratégie qui est très puissante. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, hein. Moi, je me suis beaucoup formé parce que comme je travaille beaucoup, je forme beaucoup de personnes pour des institutions, des entreprises et autres. J'essaie d'avoir un large éventail plutôt de connaissances, c'est-à-dire d'élargir au maximum mes connaissances dans le trading pour que, bon, il n'y ait pas forcément des sujets, des domaines que je ne maîtrise pas très bien. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de ça. L'essentiel, c'est d'attaquer une stratégie rentable et de le maîtriser à fond, comme je vous ai dit. D'accord? Il ne s'agit pas d'avoir une large culture générale sans être fort dans quelque chose. Pour être franc, j'ai capté beaucoup de choses compte tenu de mon retard. D'accord? OK. Donc, il y a beaucoup de choses et on va essayer de pousser un peu les choses plus loin pour avoir encore plus d'engagement. Vous voyez, j'ai demandé déjà un engagement, c'est-à-dire les dépôts. Donc, avec le sondage, on va pousser un peu les choses plus loin. Et ceux qui seront plus engagés, tous ceux qui vont faire truc là, pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de quelque chose d'énorme, d'accord? De quelque chose de valeur. On va pousser les choses un peu plus loin. Ce sera peut-être une rencontre, des séances, voilà, plus. On va voir comment organiser ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, je vois que tout le monde est content, tout le monde a appris de nouvelles choses. Il n'y a pas de questions, donc on va se dire à tout à l'heure dans le groupe et samedi prochain pour un prochain live. Et j'oubliais, les vidéos que je vous mets en ligne là, c'est à cause de vous que j'ai créé la chaîne YouTube et vous m'avez donné le goût de l'utilisation de YouTube, d'accord? Donc, je ne vais pas arrêter de produire des vidéos pour la chaîne. Et donc, vous devez donner de la force à la chaîne. Vous devez liker les choses, commenter et tout le reste parce que c'est vous qui m'avez introduit dedans. J'attends la vite. Bon, je pense qu'il veut des vidéos. Donc, voilà un peu. Donc, je vais couper. Vous dites, j'attends la vidéo, j'attends la vidéo. Je vais mettre la vidéo en ligne. Et vous allez... Il y a quelqu'un qui rit. OK, bon, tout à l'heure, on s'arrête là. Je suis un de vos abonnés inconditionnels sur YouTube. Je ne rate rien. Super, c'est les gens comme ça que je veux. Mettez les pouces